La presse est très communiquée. Il y a également des impacts économiques, sociaux, etc. Mais je pense que quand même la production et l'exploitation du pétrole en vaut le coup quand même. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir, comme on le fait dans toutes les activités, surtout d'avoir des impacts environnementaux, c'est d'avoir une étude d'impact environnemental et mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir venir à bout des désagréments qui ne vont pas manquer avec l'exploitation de ce pétrole-là. Je vais rebondir également sur la question de M. Diouf, qu'on remercie également bien, M. Diouf qui a été conseiller municipal au niveau de la ville de Pikine. Je pense que actuellement l'option pour moi, le maire, je pense qu'il l'a dit, c'est-à-dire que le plan que nous avons, ce n'est pas un plan qui se limite au territoire exclusif de la ville de Pikine. Et la preuve, je pense que c'est ce projet-là de reboisement et de fixation des dunes du littoral qui sort des limites administratives de la ville de Pikine. Donc c'est un projet intercommunal. Maintenant, cela n'exclut pas, si le conseil départemental le souhaite, de pouvoir faire le même processus que la ville de Pikine. Nous, on pense au moins que le conseil départemental doit adhérer au moins à la convention des maires. Et le fait d'adhérer à la convention des maires peut même au-delà de la ville de Pikine vous faire procurer des avantages. Vous pouvez estimer par exemple de participer à des missions ou bien à des séances de travail à l'extérieur que la ville de Pikine a déjà fait. On ne sent pas la nécessité et que ça pourrait aller le faire parce que, etc. Donc je pense que cela va dépendre de l'appréciation du conseil départemental. Est-ce qu'ils doivent aborder le processus, commencer par la ville de Pikine, adhérer à la convention, faire des études, avoir un plan d'action, etc. Bon, ça, je pense que c'est le conseil départemental qui va apprécier. Mais cela ne peut pas gêner, je pense, la ville de Pikine. Même si vous avez un plan, ça ne nous empêche pas d'avoir des projets intercommunaux, même si vous avez un plan. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui ne sont pertinents dans la mise en œuvre et qui ne sont efficaces dans le résultat que lorsque c'est fait en intercommunalité. Si on prend le projet, par exemple, on l'a avec l'AREM, le projet de gestion des eaux pluviales, ça, je pense que c'est des projets intercommunaux, parce qu'on ne peut pas l'inscrire uniquement sur un seul territoire. Ce n'est pas possible. L'eau bouge, l'eau de pluie, on ne peut pas dire que... Voilà. Donc ça, ce sont des dimensions importantes qu'il faut avoir, même si chaque collectivité territoriale, avec Keur Massar, en termes de sensibilisation, en termes de mise en pratique, etc., je pense que l'option, c'est que Keur Massar, en tant qu'institution locale nouvellement créée, vient tout simplement accompagner le processus, étant donné que l'ensemble des communes, pratiquement, avaient été intégrées dans le processus. Vous-même, je pense que vous avez pu assister à des séances de formation dans le cadre de la phase 2. Et que lorsque des possibilités s'offrent en termes d'opportunités, pour ce que vous êtes en train de dire, de sensibilisation de communauté, on pourrait le faire. C'est-à-dire, moi je prends un simple exemple, qui est une possibilité, dans le cadre par exemple du financement du projet de stabilisation, si le financement est là, on pourrait trouver des moyens, n'est-ce pas, de procéder à des ateliers de sensibilisation, par exemple, sur l'érosion côtière ou sur l'utilité du reboisement, etc. Ça, on peut le faire pour permettre, je pense, à Keur Massar de se rattraper sur les questions, n'est-ce pas, de sensibilisation des communautés. C'est ça un peu l'approche que j'ai. Sur également les erreurs que nous avons pu avoir, ou bien l'expérience que nous avons pu tirer. Bon, en résumé, les principales difficultés étaient des difficultés liées, n'est-ce pas, à la spécialisation des ressources humaines. Parce que les collectivités territoriales n'avaient pas, en tout cas au début, pour vocation de s'occuper de ces questions climatiques. Donc les recrutements et les spécialisations ne se faisaient pas sur cette base-là. Et donc lorsqu'il y a un projet de ce genre, on a des difficultés pour avoir sur place et dans le personnel toutes les ressources nécessaires pour pouvoir développer ce projet. Et donc ce qu'il faut faire, on a fait recours
en personnel externe, et notamment au niveau de l'État. Hein. Et également, l'autre option que nous avons pu voir, c'est de travailler avec des structures compétentes de l'État. Et je vous ai donné l'exemple, par exemple, par rapport à la solarisation des bâtiments. On sait qu'au niveau de la ville, ça n'existe pas. Mais la compétence existe au niveau de l'État. Et au niveau de l'État, c'est l'ANER qui s'occupe de cette question-là. On fait une convention avec l'ANER et qu'ils mettent à notre disposition les ressources nécessaires pour pouvoir développer ce projet. Donc, tous les projets que nous avons ici à présenter, c'est l'ANER qui a fait pratiquement, même en termes de passation de marché, l'ensemble des spécifications techniques. C'est des spécifications techniques de l'ANER. Et l'ensemble du processus jusqu'à la sélection des entreprises également est du ressort de l'ANER. Et même le suivi des entreprises et le suivi des travaux. Donc à ce niveau, c'est ça l'option que nous avons eue. C'est pour dire que la collectivité territoriale ne doit pas s'attendre à avoir toutes les ressources pour y entrer, mais doit avoir l'intelligence de voir comment trouver les ressources au niveau de l'État, parce que l'État, en principe, accompagne les collectivités territoriales. Donc vraiment, c'était ça un peu le problème. Et les dispositions également, les autres dispositions, c'est que la manière de gérer un projet est différente de la manière dont on gère une administration classique comme la mairie. Le niveau d'exigence des projets est très élevé et également le niveau d'horaire de travail est très pénible. Hein, parce que un projet, vous le savez, c'est une durée. À un moment donné, on arrête. Donc il y a une course vraiment vers la réalisation des activités. Et parfois, il y a des activités pour lesquelles on ne maîtrise pas. Ça veut dire qu'il y a des personnes extérieures qui doivent décider. Et donc, tout ça, vraiment, c'est des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, à telle enseigne que, avec l'aide de Dieu, par exemple, nous avons pu s'en sortir, peut-être plus ou moins. Mais vraiment, on avoue que, moi, je vous raconte une anecdote au début. Je pense que je parle sous également en présence du DG. Moi-même, je ne pensais pas qu'on pourrait parvenir à ces résultats. Vraiment, je ne pensais pas. C'était très difficile, d'autant plus que j'ai eu à rencontrer, par exemple, des responsables au ministère de l'Environnement. Lorsque j'ai parlé de notre projet, des objectifs, mais ils m'ont dit carrément, vous ne pouvez pas réussir. Ça, c'est pas possible. À votre niveau, vous ne pouvez pas réussir. Et donc, ça me décourage davantage. Parce que je viens vers le ministère des techniciens qui regardent le projet et me disent non, la ville de Pikine ne va pas réussir à faire ce projet-là. Et voilà, peut-être que, voilà, avec l'aide de Dieu et puis avec la détermination, l'engagement, on a pu faire l'essentiel, même si on n'a pas pu tout faire. Voilà, donc je pense que c'était bon pour Aminata Ba, je pense qu'on a répondu. Pour Abdoulaye Diouf également, je pense que Abdoulaye Diouf, c'est la prise en compte de. La réponse a été apportée. Oui. Non, ça a été apporté. On a déjà répondu à la question. Merci donc. Pour en parler, pour différentes raisons. Vous savez, à chaque fois qu'une entité est coupée de Pikine, l'entité a pu bénéficier beaucoup plus d'infrastructures que Pikine elle-même. Prenez Guédiawaye. Toutes les infrastructures qui sont à Guédiawaye, le stade, la police, le commissariat, ainsi de suite, le lycée Limamoulaye et tout ça, les services administratifs, le cœur de ville même de Guédiawaye, ça c'est Pikine qui l'a développé. Dans les programmes aussi d'intercommunalité, les programmes que nous avons eus au niveau de la CADAC ou bien de l'entente Kadakar et les infrastructures routières de Kermassa et tout, dans le contrat de ville que la ville de Pikine avait avec la Banque mondiale, l'AFD, beaucoup, le précole, et avant le PAC même, le PAC 1 et le PAC 2, Kermassa a pu bénéficier beaucoup plus d'infrastructures de la ville de Pikine que la ville de Pikine elle-même. Vous prenez la route qui va de la station essence de Kermassa jusqu'à la sortie de Rufisque, jusqu'à la gare routière de Rufisque, ce qu'on appelle l'axe 6 du précole, donc de l'intercommunalité. Mais tout ça, Kermassa en a bénéficié. Je peux citer beaucoup de routes au niveau de Kermassa. Ça aussi, c'était des routes d'intercommunalité.
Certaines, c'était pour l'intercommunalité, d'autres, c'était pour le contrat de ville dans le cadre du protocole de la ville de Pékin. Donc, il va falloir faire en sorte que nous avons tous un destin commun. Pékin ne peut pas aller sans Kermassar, sans Guédiawaye. Nous sommes une seule entité. Maintenant, on parle de la grande agglomération de Dakar. On ne peut plus partir parce que nous avons tous, comme Dakar, un même destin. Donc, on est tenu de travailler donc, ensemble. S'il y a d'autres conventions et autres choses à faire, nous sommes disposés à revoir donc, ces cadres, comment avoir des conventions avec les différentes autres entités. Momodou? Oui, merci. Par dégagement nord, comment est-ce que cette infrastructure a participé à la modification du profil du littoral de Guédiawaye à Malika. Donc la cartographie dont je parlais nous a permis d'identifier les unités d'occupation du sol que nous voyons, à savoir par exemple tout au début en 1954, on avait au maximum 6 unités d'occupation, c'était soit de l'eau, soit c'était des sols nus, et une petite partie qui concerne les premiers reboisements de filao. Au fil du temps, entre 1954 et 2022, nous en sommes pratiquement à cette situation où nous voyons le bâti qui a pris le dessus sur toutes les autres unités, et au détriment de la bande de filao qui pratiquement n'existe plus, et même des sols minéraux. Et nous savons tous que cela a un effet négatif sur le littoral. Donc tout ça, ce sont les statistiques qui accompagnent les images que nous venons de montrer. Nous voyons un peu comment est-ce que les unités d'occupation du sol se comportent l'une vis-à-vis de l'autre, que ce soit en progression ou en régression, tel que le montre notre tableau. Voilà. Ça, toujours dans la cartographie, concernant l'indice qui nous renseigne un peu sur la dynamique ou bien la santé de la végétation, nous voyons un peu qu'à partir de 86 années de référence à 2002, nous avons vu que la végétation n'existe pratiquement plus, bien a drastiquement disparu de la zone. Parce que de cette situation, nous en sommes à là où pratiquement c'est que des espaces minéralisés que nous voyons, que ce soit le bâti ou bien les infrastructures routières, la VDN3 entre autres entités territoriales. Donc cette cartographie numérique nous a permis de faire un peu l'état des lieux de l'occupation du sol, d'identifier les différentes unités d'occupation du sol et comment est-ce que chaque unité a évolué par rapport à une autre, à savoir comment est-ce que le bâti a avancé par rapport à la végétation, comment les zones de culture ont pris le pas peut-être sur la bande de filao, ainsi de suite. Comment la bande de filao en tant que telle a évolué, a régressé ou a progressé au fil du temps. Concernant l'inventaire floristique, il s'agit un peu de faire l'état des lieux du couvert végétal. Pour ce faire, nous avons opéré à des placettes qui représentent des échantillons à partir desquels nous avons pu identifier le potentiel végétal du littoral. Il y a également le calcul des NDVI, ce sont des indices qui nous permettent un peu de voir la vigueur ou bien la santé de la végétation au fil du temps. On a eu également à mener des enquêtes et des entretiens pour un peu voir le rapport au milieu, mais également voir un peu toutes les différentes activités qui sont menées au niveau de la zone et leur impact tant social qu'économique. Et pour cela, nous avons eu à nous entretenir avec les agents techniques, avec les responsables des organisations communautaires de base, et les exploitants, ainsi de suite. Au total, nous avons eu à mener 165 interviews
avec différents acteurs qui ont tous un enjeu au niveau du littoral. Donc, concernant la dynamique dunaire, parce que c'était ça même l'objet de l'étude. La bande de Filao, parce que la végétation qui nous intéressait ici, c'est la bande de Filao, qui était un programme de stabilisation. Parce qu'on s'inscrit dans la demande de l'étude où on demandait plus tard de proposer en tout cas des stratégies de stabilisation. Et donc, on essayait d'évaluer ce qui existe. Donc, sur cette base, on est allé faire des inventaires, comme il a dit tout à l'heure. À partir de ce résultat, donc sur la bande des 9 km du rond-point de Malibu jusqu'au rond-point de Malika, donc ce qui restait en tout cas de la bande de Filao, on ne les a pas mis. Mais c'est assez parlant que c'est le Filao qui est en tête ici, parce que simplement c'est la bande qui nous intéressait. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres espèces qui sont associées à cette espèce-là, le Filao. Donc notamment c'est des espèces, je crois que c'est lié aux activités de jardinage ou de maraîchage. Donc des espèces qui sont introduites, mais aussi des espèces qui sont des espèces natives, c'est-à-dire des espèces du milieu, donc comme le baobab, ou le balanitas, ou le moringa, etc. Donc ça permet de voir entre la partie qui concerne Djedouaï et la partie qui concerne notamment Telmassa. Donc ici, c'est des pourcentages en termes de fréquence, donc, comme vous avez. Donc, dans les deux unités administratives, donc le Filao représente plus de 90%. Donc le reste, c'est quelques espèces. Alors, on a aussi essayé de voir la perception de la dynamique, parce que après tout, donc il est bon de voir ce que les gens pensent de tout ça. Et c'est des résultats d'enquête. Donc sur les facteurs de changement, donc il y a des éléments importants à souligner, c'est la question du déboisement et l'aménagement. Donc c'est d'après les dires, les avis des populations, parce que nous sommes allés faire des entretiens et c'est ce qui est ressorti. Donc les gros facteurs de ce changement, c'est notamment le déboisement, c'est la coupe, certainement abusive ou clandestine, ou alors les infrastructures, parce que ça, il faut le rappeler que le prolongement de la bande de la VDN a pris une bonne partie de cette bande de Filao. Donc ça, certainement, c'est ce qui a fait. Mais également, la question des dynamiques naturelles. Ici, le déplacement des dunes, c'est une question de dynamique naturelle, parce que les facteurs des dunes, ça se déplace, donc avec l'érosion côtière, l'avancée de la mer, donc ça également, c'est ressorti, et je pense que c'est essentiel à retenir par rapport à... Donc, mais quand on s'interroge davantage, on se rend compte qu'il y a des pratiques humaines qui exacerbent donc, cette dégradation. Et vous voyez que l'habitation, les coupes abusives, l'extraction du sable, les constructions de routes, l'urbanisme. Donc il y a également le problème d'entretien. Tout cela est ressorti. Mais ici, c'est plus une question qui nous intéressait pour... Qu'on a érigé cette bande réhabilitée par l'État du Sénégal en 1972, réhabilitée encore en 1982. Et je pense que à l'heure où nous parlons du changement climatique, je pense que moi, ça c'est mon option personnelle, ce n'était pas une opportunité de mettre la VDN 3 et d'enlever la bande de Filao. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place après la bande, après la route? On a donné que des terres à des particuliers. Donc, le périmètre de sécurité qui permettait encore de faire un reboisement, même après la route, aujourd'hui, il n'y a plus maintenant ce périmètre. Je me pose la question, comment on va faire d'ici quelques années par rapport à ce qu'on a vu sur l'érosion côtière dans la partie sud, à partir de Thiaroye-sur-Mer, Mbao jusqu'à Rufisque, où presque toutes les habitations sur le littoral sont en train de partir. Moi, je me rappelle lorsque j'étais enfant, entre les habitations et la plage, c'était presque 200 mètres. 200 mètres. Nous, on faisait du sport, donc sur la plage. La mer était à 200 mètres.
Aujourd'hui, la mer est aux abords des habitations. C'est le même phénomène qui va se produire à Guédiawaye et autres. Moi, quand si on me donnait une parcelle là-bas, je n'allais pas construire et mettre ma famille. Parce que je suis sûr et certain, s'il n'y a pas d'action, d'ici 30 ans, ces infrastructures-là vont partir dans la mer. Si on va ouvrir une discussion donc, autour de cette problématique pour ceux qui veulent prendre la parole. C'est ouvert. Et sur la langue, quand vous évoquiez votre tristesse en passant par la VDN 3, c'était la même tristesse que j'ai reçue. C'est ce que j'ai vécu. Parce que j'aime la verdure. Ayant passé beaucoup de temps en Casamance, une ville que j'aurais du mal à oublier. Et quand je vois de la verdure, cela me rappelle cette ville. Mais il y a un certain paradoxe par rapport à ce qui est en train de se passer. Je crois que ce sont des intervenants autorisés qui viennent au Sénégal pour agir et aider les Sénégalais. Je cite particulièrement le Sénégal parce que je sais que cette coopération-là est partout présente dans le monde. Mais je parle du Sénégal, avec ses filao, son littoral qui est en train d'être détruit. Quand c'est détruit à grande échelle, c'est appuyé par l'État ou un prolongement de l'État. Alors que c'est le même État qui autorise aux autres à venir nous aider pour protéger nos littoraux. Franchement, je me perds un peu. Je crois que l'État devait agir d'une telle façon que ce bradage du littoral, cette transformation des forêts-là en habitat, qui tôt ou tard va s'accaparer de ces terres occupées, la mer va avancer. Le climat est déterminé par le vent, par la température et par les pluies. Et nous savons que les filao constituent des éléments qui fixent les dunes, qui décélèrent le vent, la force du vent. Donc, les filao arrêtent les régions côtières. Ce qui fait que donc ils contribuent effectivement et de façon efficiente, n'est-ce pas, à freiner l'avancée de la mer. Que dit l'État par rapport à cela? Et maintenant, le projet que vous portez, quelles sont ses intentions, quelles sont les démarches qu'il entend entreprendre au niveau de l'État pour que ce bradage-là du littoral, vraiment ce massacre de cette végétation-là s'arrête. Voilà donc mon intervention. Je vous remercie et vous rends la parole. D'abord, remercier donc, tous ceux qui ont fait les présentations depuis ce matin et saluer aussi nos amis de Kermassar. Leur dire vraiment c'est une très grande fierté d'avoir échangé avec vous depuis ce matin. Le climat étant un bien commun, évidemment ça se gère collectivement. Je pense que c'est heureux quand même que nos amis de Kermassar puissent comprendre cela. Bon, mais moi j'ai deux préoccupations quand même que je voudrais. L'une des préoccupations va s'adresser à la dernière présentation qui a été faite sur le littoral. Et la deuxième même à peu près, trait aussi à peu près à ce projet sur le littoral. Donc peut-être le premier c'est un peu d'ordre scientifique pour ceux qui ont fait la projection sur l'étude, donc le cabinet qui a fait l'étude. Le deuxième c'est un peu plus d'ordre juridique concernant donc ce projet. Donc le premier, c'est que moi la question que je me pose toujours, c'est pourquoi au Sénégal, on utilise toujours les filao pour fixer les dunes. Pourquoi pas d'autres plantes? Je vois qu'ici, évidemment, comme il m'a dit, on utilise en cassoarina, qui est filao, ou bien on utilise les cocotiers, c'est-à-dire coco nucifera. Mais pourquoi ne pas utiliser Euphorbia balsamifera? Je voulais une réponse à ça. Parce que l'Euphorbia balsamifera, c'est une plante euphorbe qui est utilisé à l'intérieur, parce que les filao, vous les trouvez en général, surtout à Dakar, donc
près de la côte ici, mais à l'intérieur du pays en général, c'est plutôt donc le Forbilia balsamifera qui est utilisé. C'est une plante rampante qui est très adaptée et qui fixe très bien les dunes et aussi qui n'est pas exposée aussi au déboisement. Parce que c'est une plante rampante. Vous avez par exemple les cocotiers en général, c'est plus facile de déboiser, des plantes qui sont... Donc je voulais vraiment... Et au Sénégal, j'ai vu que évidemment c'est quelque chose, on utilise toujours donc Cassia arina et coco, pas balsamifera. Je voulais bien avoir de la part donc, de nos techniciens, de nos experts, une réponse là-dessus. Le deuxième élément, c'est toujours le projet concernant le littoral. Concernant d'ailleurs la présence d'ailleurs de Kermassar, parce que c'est un problème d'ordre juridique que je vais vous poser. Alors, si on prend le littoral, on sait que le littoral se trouve le cœur de la mer et se trouve dans le domaine public de l'État. Or, vous l'avez dit ce matin, depuis l'acte 3 de la décentralisation, il y a des communes qui sont des communes de plein exercice et qui ont leur territoire. Or, le conseil départemental n'a pas de territoire. C'est un peu comme la ville. Alors, donc moi la question que je me posais, parce que normalement si ce projet qu'on est en train de mettre, je me demande bien sur quels critères juridiques on s'est basé pour évidemment affecter ce projet-là au conseil départemental de Kermassar, mais pas des autres communes. Parce que je pose la question, elle est importante parce que ça peut risquer de créer demain un conflit de compétences. Parce que quelque chose qui se trouve dans le domaine public de l'État, le littoral, ça fait partie du domaine public. À 100 mètres du littoral, vous êtes dans le domaine public. Normalement, ce qui devait se passer, c'est que l'État devrait prendre cette portion du territoire, dans ce domaine public, l'intégrer dans ce domaine privé, pour ensuite le transférer à une collectivité locale. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que cette portion du territoire a été prise par l'État et transférée au conseil départemental? Et à partir de ce moment, ça fait partie du patrimoine du conseil départemental. Et de ce point de vue, ils peuvent se réclamer, évidemment, propriété d'une commune. Dans ce cas, parce que c'est un problème important, avant d'avancer, de régler ce problème-là. Sinon, vous risquez demain de croire que vous avez la paternité de ce projet-là, alors que vous n'avez pas cette paternité-là. Donc, dernier élément que je voulais dire, c'est que je termine avec ce que M. Ndiaye disait tout à l'heure. Je pense que dans ce cas de figure, au niveau des collectivités locales, il n'y a pas besoin d'intercommunalité. On se trouve dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. On a évoqué tout à l'heure le domaine national par rapport aux prérogatives du conseil départemental. Le domaine public. Le domaine public. Ok. C'est par exemple dans la section 4 du Code général des collectivités territoriales, au niveau de l'article, au chapitre 2, de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, section 1, compétences du département. Là-bas, vous verrez que le conseil départemental reçoit plein de compétences, notamment celle du littoral. Et sur ce présent projet, c'est le conseil départemental qui en bénéficie largement. Parce que ça englobe, par exemple, de Gadaï à Malika. Et ce littoral est entièrement dans le territoire du département de Kermassar. Par exemple, si vous exploitez le Code général des collectivités territoriales, vous verrez que ces dispositions ont été très claires vis-à-vis de l'environnement et c'est en charge du conseil départemental de Kermassar. Et qui sont d'ordre légitime à mon avis. Donc sur les questions techniques, le filao, je crois que le Sénégal en Afrique est cité. Donc sur le choix du filao, je reviens, pourquoi pas le filao, pourquoi toujours le filao. Donc c'est lié justement à sa résistance, à sa rentabilité, donc, par rapport aux facteurs naturels, parce que vous savez que du côté de la mer, il y a très peu d'espèces qui peuvent avoir des comportements adaptatifs pour s'y maintenir. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut partir du fait que pratiquement toutes les plantes natives, c'est-à-dire locales qui ont été retrouvées sur le littoral sénégalais, ont été testées par les ingénieurs, soit de l'ISRA, soit des forêts, depuis 1948. Et parmi les espèces que vous avez citées, évidemment, donc la question du maintien pose problème. Donc c'est pourquoi
vous avez vu que tous les projets ont été tournés, ont fait le choix du FILAO, simplement. Et donc je pense que c'est une question assez peut-être technique, mais il n'est pas exclu aujourd'hui de faire de nouveaux tests pour voir. Mais ce qui est clair, c'est que les résultats qui ont été enregistrés par les services des eaux et forêts au Sénégal ont toujours donné des résultats assez négatifs par rapport aux autres espèces. Donc c'est ça qui est expliqué. On a eu même beaucoup de discussions avec, même lors de cette étude, parce que je rappelle qu'on était avec des gens des eaux et forêts, même l'ancien chef de secteur de Pékin, Mar, était avec nous à un moment sur le terrain, on a visité, on a fait des choses. Donc, les études ont démontré clairement que c'est le FILAO qui a le plus de succès. Donc, c'est la raison pour laquelle. En plus, donc, comme je l'ai dit, sur du substrat sable aujourd'hui au Sénégal, en dehors du FILAO, il y a très peu, on n'a pas encore trouvé une autre espèce qui peut donner des résultats excellents, satisfaisants. Parce qu'il faut évaluer en termes d'investissement et de résultats. Parce que si c'est une espèce pour laquelle on plante et après on enregistre des pertes de l'ordre de plus de 25%, l'investissement, on ne peut pas continuer à utiliser cette espèce. Donc du coup, on essaie d'autre chose. Donc c'est la raison pour laquelle justement on a généralement le FILAO. Les autres espèces, je ne reviens pas parce que je pense que ce n'est pas véritablement une question, parce que le cocotier, on le sait, c'est aussi lié à sa capacité d'adaptation, mais à pouvoir s'associer à d'autres espèces, notamment les herbacées. Donc c'est pourquoi sur du terrain sableux où il y a un peu de végétation, on peut justement proposer le cocotier. Donc il peut s'arrimer avec d'autres espèces rampantes, etc. sans problème. L'autre question, je pense que c'est plus d'ordre juridique. Donc je crois que les gens ont eu une excellente lecture des choses, parce que évidemment, mais il faut déjà considérer cette partie que ça fait partie du domaine protégé de l'État, hein, parce que c'est classé. Avant le passage de la VDN, c'était déjà un espace classé. Et les espaces classés relèvent justement de la compétence de l'État. C'est pourquoi vous avez vu que le périmètre était géré par les gens des eaux et forêts. Donc c'est seulement le décret de déclassement qui permettait justement de faire autre chose des affectations, etc. Mais la question des ressources naturelles est de facto une compétence des collectivités territoriales. Ça, il n'y a pas de discussion sur les textes au Sénégal, à mon avis. Donc maintenant, après, il y a les questions de gestion collaborative de ces espaces-là qui émanent justement des initiatives au niveau des collectivités territoriales. Je pense que ce sont les questions-là qui nous sont adressées. Le reste, c'est des contributions. Voilà. Si j'ai oublié une autre question. Je vous remercie les présentateurs pour la présentation que vous avez faite tout à l'heure. Maintenant, moi, ce que j'ai compris, c'est que après votre étude, vous avez proposé, ou bien vous avez retenu de faire un reboisement sur la partie qui est du côté de la mer. Pour moi, est-ce que c'est possible? C'est la question que je me pose. Parce que l'autoroute est très très proche de la mer. Est-ce que vous aurez assez d'espace pour procéder à ce reboisement? Merci. Aider le département à financer quelques projets par rapport aux vocations. Bon, moi je suis un peu dubitatif sur la réforme parce que je ne peux pas l'intervention de Tabouré entre les perspectives d'intercommunalité, surtout pourquoi pas Malika qui est directement concerné, parce qu'il faut dire que pour ce qui concerne la ville de Pékin quand même, en termes de vis-à-vis et d'envergure, la ville de Pékin a beaucoup plus d'orientation à, disons, avoir un rapport d'intercommunalité avec le conseil départemental qui est de la même envergure qu'une commune. Et dans le cadre de ce projet, si la ville de Pékin devrait faire en tout cas, disons, un acte d'intercommunalité pour la mise en œuvre de ce projet, la difficulté qu'elle pourrait avoir, c'est de le faire avec Yeumbeul Nord, avec Malika, etc. Alors que pour le conseil départemental, qui a également les mêmes compétences que la ville de Pékin tout à l'heure, Léger l'a rappelé en termes de compétences,
Je pense que l'option, c'était vraiment de travailler avec le conseil départemental. Et pour la question des... je ne suis pas juriste, c'est vrai, mais je pense que pour l'affectation, étant donné que ce n'est pas un projet d'équipement, je ne pense pas que c'est un projet quand même de reforestation, et il ne peut même pas y avoir, je ne pense pas, une affectation, d'autant plus que, comme l'a indiqué tout à l'heure le consultant, ce sont des espaces qui sont toujours sous le contrôle de l'État à travers la direction des eaux et forêts. Et d'ailleurs, naturellement, on avait même demandé aux services forestiers d'être présents. Peut-être qu'ils ont eu des contraintes, mais cette zone-là est protégée par les services forestiers. C'est du domaine forestier et donc c'est un domaine de l'État. Mais ça n'empêche pas aux collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences, d'intervenir sur un domaine pour améliorer les conditions. C'est dans cette option-là. Mais on n'a pas besoin que l'État, quand même, nous cède pour que l'on puisse reboiser. Parce qu'on n'en a pas besoin, cette session-là, parce qu'on peut intervenir sans avoir cette session de l'État. C'est comme si on voudrait intervenir au niveau des Niayes. On n'a pas besoin de dire à l'État non, donnez-nous tout ce qui est dans les Niayes, parce qu'on peut intervenir. On intervient directement tout en sachant que c'est un domaine réservé. C'est le même cas également pour la forêt de Mbao, où toutes les collectivités territoriales qui le souhaitent peuvent intervenir pour préserver la forêt. Mais ça ne veut pas dire qu'on leur a rétrocédé une petite parcelle. C'est toujours un domaine réservé de l'État. Mais lorsque l'intervention colle avec la nature, n'est-ce pas, de la zone, il n'y a pas de souci et il n'y a pas de mérite que d'avoir quand même une rétrocession de la part de l'État. Donc voilà. Dans le cadre de la mise en œuvre par le conseil départemental. Mais c'est les eaux et forêts qui vont assurer la mise en œuvre. Exactement. Je pense que c'est assez clair. Vous voulez encore intervenir? Parce que vous avez beaucoup de succès, en fait. Donc si vous regardez, même dans la Bossée, c'est vrai que ça existe sur le littoral, mais c'est en forme de buisson. Mais il est difficile de les voir de façon à dire que, donc, dans une perspective à long terme, de pouvoir donner ça comme élément. Ensuite, il y a une question de longévité de l'espèce. Parce que parmi ces espèces, le filao vit plus longtemps que certaines de ces espèces-là. Les fonds sont déjà engagés, on peut dire. Et maintenant, on peut dire en phase de formulation. Il y aura des échanges entre Kermassar et le département des eaux et forêts, mais probablement pour certaines activités, il faudra voir comment articuler l'accompagnement des piquets. Ah, c'est le sujet qu'on va traiter. On va aller sur les essences, sur les perspectives de redynamisation de la collaboration. Ndiaga, on te laisse là pour camper le sujet. Après, nous allons voir avec le conseil départemental. À dormir ça fait une semaine. D'accord. Bon, il n'y a pas, en fait, pour ce dernier point, il n'y a pas de feuille de route précise ou de recommandation. On n'a pas voulu le faire. On a voulu tout simplement, en venant ici, essayer de réfléchir ensemble sur les prochains jalons à poser. Et tout à l'heure, je pense qu'il y a des propositions sur éventuellement la mise en place d'un comité, en tout cas d'un comité qui est chargé, je pense que c'est Mamoudou Ndiaye qui l'avait dit, le comité qui est chargé de voir maintenant, d'élaborer une feuille de route. C'est-à-dire qu'on a débuté, on a fait un premier atelier formel. Est-ce qu'il faudra aller vers une formalisation? Parce que l'option, c'est vraiment de formaliser les relations, que les relations soient inscrites sur une feuille de route claire. Disons avec les compétences et même disons avec des délais. Donc ça n'a pas fait l'objet, n'est-ce pas, d'une orientation, mais je pense que l'option vraiment c'est de pouvoir définir les prochaines étapes et vraiment une feuille de route. J'espère qu'il faudra mettre en place un comité entre la ville de Pékin et le conseil départemental et il serait pas mal déjà de désigner des responsables pour que ces gens-là puissent après se voir et travailler sur une feuille de route
qui fera l'objet de partage et voir comment il faudra s'engager dans la mise en œuvre de cette feuille de route-là. Je pense que c'est un peu ça. Hein. Le président du conseil départemental désigne par arrêté un point focal donc, pour le projet au niveau de Kermassar. Et nous mettrons le comité. Et pour le protocole, le comité va faire un draft que nous allons soumettre à nos différents conseils pour délibération. Et comme ça, on aura une feuille de route. Le reste, EG, pour les tâches administratives, je pense que tu as quelque chose à dire. Après, on va intervenir. Donc, je pense qu'au niveau de chaque structure, il y a déjà une cellule chargée du parc-opération et autres. On va pouvoir échanger. Amin, tu as de la visibilité sur ce qu'on vient de dire. C'est clair maintenant. En relation avec le diagnostic, sur ce plan précis, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, moi, j'ai déjà les contacts de M. Vadi. Depuis le début, on échange. Même le directeur de KV, j'ai un contact des fois avec lui. En fait, il va falloir peut-être, dans le cadre de ces contacts, y ajouter quand même les services de la coopération du partenariat pour qu'on puisse tenir des rencontres pour éventuellement proposer quelque chose dans ce cadre. Sur le processus d'élaboration du PAEDC, avec l'inventaire de référence, l'évaluation des risques et vulnérabilités, est-ce qu'on pourrait aussi avoir cette même personne technique, comme on l'a eu à Pékin, à Dakar, que cette personne-là puisse bénéficier de toutes les formations, qu'elle soit à mesure de conduire le processus d'élaboration du PAEDC. Je pense que ce serait intéressant pour nous, ENDA, en tant que partenaire technique, d'avoir quelqu'un qui à chaque fois, techniquement, et aussi qui a aussi les prérequis nécessaires pour pouvoir conduire tout cet aspect-là. Vous avez les critères. Donc, qui sera chargé de rédiger un protocole entre les deux collectivités territoriales. Le cadastre des compétences, je pense que ce cadastre-là est dévolu aux autorités locales de voir. Le comité peut mettre ce qu'il veut dans le panier. Bon, parce que nous allons en discuter après au niveau de l'autorité locale. Donc, sur les différents besoins pour les deux collectivités territoriales, Pékin et Kermassar. Donc, on est presque à la fin donc, de cet atelier. Je pense que les échanges ont été très fructueux. Il y a la cordialité et l'intérêt que chacun de nous porte donc, à cette problématique du changement climatique. Et que nous savons tous que nos villes nous avons des villes très vulnérables parce que nous avons une maladie congénitale. Comment nous avons conçu ces villes-là sans planification. Donc les villes sont presque spontanées à partir d'un petit village. Donc on a élargi donc, les villes qui ne répondent plus aux normes des villes modernes du monde. Parce que si on a assez de ressources, je pense qu'une bonne partie de Pékin sera rasée et reconstruite et reconsidérée. Comme Kermassar aussi. Parce que dans le monde actuel, les villes modernes, c'est les villes qui présentent des perméabilités, des villes résilientes, des villes intelligentes. Donc, c'est les villes qui sont maintenant au diapason des réalités du monde. On ne peut pas concevoir que Kermassar, une bonne partie, est sous les inondations, parce que combien l'État a dépensé pour le phénomène des inondations à Kermassar? C'est énorme. C'est presque des dizaines et des dizaines de milliards. Et pourtant, cet argent pouvait être affecté ailleurs et réglé si on avait des villes planifiées. La même chose
après Kermassar, ça va se passer à Bambilor, à Sangalkam, parce que c'est dans les zones humides où on continue encore à construire. L'ADEME, la Banque mondiale, a mis presque 83 milliards, je pense que c'est le projet 2, hein, après les 66 milliards dans le cadre du projet 1, et seulement pour régler la problématique des inondations. C'est énorme. Donc il est temps, le président de la République avait pris un engagement lors du Conseil des ministres décentralisés ici à Pékin, pour dire qu'on va arrêter les constructions dans les zones humides. Vous passez par Niag, en allant vers Deni Biramdao, toutes les zones humides sont en train... Voilà, et très, très subtil. Et voilà, donc félicitations à tous. D'être là, avec la qualité de la participation, je pense que dans un futur très proche, nous allons nous retrouver. Et merci Ndiaga. Merci beaucoup. On te remercie d'avoir tenu de